Et en fait, on a totalement triché avec Michel, c'est-à-dire qu'on a joué sur les mots. La présentation, le sujet qu'on avait envie d'aborder dans ce cadre-là portait bien sur l'évolution, mais fondamentalement sur l'évolution des modèles de publication scientifique. Donc vous comprenez que c'est un petit peu capillotracté, mais il nous a semblé que c'était un sujet sur lequel l'établissement s'engageait vraiment fortement depuis l'année dernière, et que cette journée était l'occasion de relayer avec des gens, je vois, certains sont totalement acquis et informés du sujet, d'autres peut-être moins. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment stratégique pour les collections. Et donc, on souhaitait faire un petit topo et aussi un point d'avancement sur ce qui a pu être organisé autour de ce qu'on appelle en bon français l'open access, donc le libre accès aux publications scientifiques, au niveau de l'institution muséum. Voilà. Vous donnez à la fois quelques rappels ou informations sur les enjeux et un minimum d'informations pratiques et d'avancement sur ce qui se passe pour que vous puissiez éventuellement creuser et surtout faire des démarches concrètes à la suite de cet éclairage. Voilà. Je pense qu'il n'est pas utile, même si je vous ai remis les définitions officielles au tableau, de définir ce que c'est que l'open access. C'est peut-être plus intéressant de vous rappeler la problématique qui est à la fois économique et de principe qui se trouve derrière. Vous êtes des chercheurs, donc vous avez tous et toutes l'expérience de la publication. Vous êtes confrontés à différentes situations de publication, à différents contrats d'éditeurs. Et pour résumer de manière un peu grossière les choses et un peu brutale, mais efficace, concrètement, quand on est une institution comme le muséum et qu'on est confronté à la question du coût de la publication scientifique, aujourd'hui, mais c'est vrai depuis 20 ans, c'est une situation qui n'a fait que s'enquister depuis 20 ans, la puissance publique ou l'institution se retrouve à payer plusieurs fois la même chose, ce qui est un problème et atteint des proportions qui ne sont plus acceptables. C'est un peu le point de départ, puisqu'en très gros, les chercheurs sont payés en tant que fonctionnaires par l'État pour produire du savoir. Les bibliothèques universitaires, comme la bibliothèque du muséum, achètent à un tarif qui est de plus en plus inflationniste des abonnements à des publications dans lesquelles vous publiez ou vos collègues publient, donc on paye une deuxième fois. Aujourd'hui, pour pouvoir publier en open access, on va y revenir, il y a un modèle qui consiste à faire payer les publiants, donc les auteurs, pour que leur publication soit visible gratuitement par le public. C'est ce qu'on appelle l'open access doré ou gold. Donc là, on paye une troisième fois. Et puis finalement, ce que moins de gens voient, c'est que en fait, l'archivage pérenne de ces revues dans lequel se trouvent vos articles, en fait, on le paie une quatrième fois au niveau national dans le cadre d'une licence nationale auprès de grands éditeurs pour garantir en fait non seulement le droit de l'accès temporaire à la publication, mais le droit de l'accès pérenne et le stockage des fichiers dans des entrepôts nationaux. Donc finalement, on paye 4 fois la même chose, et les taux d'inflation qui sont corollaires des chiffres d'affaires de grands groupes comme Elsevier ne sont plus supportables. Donc il y a un mouvement européen, national, mais aussi institutionnel qui s'est mis en place, qui s'appelle l'Open Access, et qui vise en fait à essayer collectivement de revoir ce modèle en agissant chacun à son niveau. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Juste de petits rappels terminologiques pour ceux pour qui ça peut être utile, mais je serai très rapide. Quand on parle d'open access, c'est-à-dire assurer le libre accès aux publications, il y a 3 voies ou 3 modèles qui sont aussi 3 couleurs. La voie verte, et ces voies ne sont pas, elles sont cumulables. C'est pas forcément, j'allais dire tout blanc, tout noir, mais c'est pas une très bonne idée. C'est pas forcément tout doré ou tout vert ou tout violet. Ça peut être une combinaison de ces solutions qu'on va orchestrer au niveau d'un établissement, au niveau d'une politique. La voie verte consiste à déposer dans des entrepôts institutionnels publics directement ces manuscrits, ces publications, depuis lesquels ils seront librement consultables et par ailleurs archivés dans des entrepôts publics. Au muséum et plus globalement en France, c'est l'entrepôt HAL, H-A-L, que vous connaissez, et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, qui a fini par jouer ce rôle fédérateur dans beaucoup d'institutions. Il y en a d'autres, mais je dirais c'est l'option majoritairement choisie, et c'est aussi celle qu'a retenue le muséum en tant qu'institution. La deuxième voie que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette fameuse voie dorée, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui paye pour que le lecteur n'ait pas à payer l'accès.
Le petit mot-clé qui est intéressant, que vous connaissez si vous avez déjà eu à payer ce type de frais, c'est APC, donc en anglais Article Processing Charges, donc les coûts de publication. C'est ce qu'on doit payer en tant qu'auteur pour pouvoir publier dans une revue qui sera totalement ou partiellement en open access. Il faut avoir en tête, si vous ne les connaissez pas, les ordres de grandeur pour publier dans une revue correcte. Le coût de publication d'un article, donc de l'APC, peut être de l'ordre de 2000 à 2500 euros. Donc pour un chercheur individuellement, c'est un sujet, mais aussi quand on discute avec les directeurs d'unité ou les responsables en lien avec les organismes, c'est une part de plus en plus critique en fait dans le budget des unités qui pose vraiment question. Surtout si on la croise avec les coûts de la documentation qui consiste aussi à payer quelque part la même chose à l'envers. La troisième voie, la voie diamant, c'est une voie qui consiste finalement pour des institutions à prendre en charge la totalité des frais, c'est-à-dire que l'auteur ne paye pas et le lecteur ne paye pas. Mais on est sur des modèles de publication où on a éventuellement des frais de gestion qui sont très limités. Mais c'est possible parce qu'il y a une puissance publique, il y a une communauté qui s'organise pour garantir des publications qui restent des publications, avec un comité de lecture, une évaluation, tout ce qui fait qu'une revue est une revue scientifique, mais finalement en éliminant du processus tous les acteurs de la chaîne de publication qui nous facturent sinon d'habitude leur service. Et donc l'exemple le plus proche de nous, c'est celui des publications scientifiques. Je vois Tony Remire qui est là, et qui est, sachez-le, quelque chose d'assez exceptionnel dans le paysage scientifique parisien en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de presse universitaire qui ont traversé des crises dont elles ne se sont pas relevées. Aujourd'hui, les publications scientifiques du Muséum sont vraiment un modèle qui arrive à la fois par des astuces propres à Laurence Bénichou à générer de la recette tout en restant éthiquement absolument inattaquable et à garantir en fait un accès quasiment gratuit à l'ensemble des publications qui sont faites au niveau des publications scientifiques du Muséum. Donc on peut dire qu'en fait au Muséum on fait déjà de l'open access diamant sans forcément le savoir ou le dire depuis longtemps. Donc ça, c'est les trois voies qui sont connues, et c'est juste pour planter rapidement le décor. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a souhaité vraiment porter cette question au niveau de la gouvernance du Muséum, en même temps que c'était aussi un sujet qui prenait beaucoup de poids au niveau national et au niveau européen. Et ça a été un souhait de Bruno David d'en faire un sujet. Et avec Jean-Denis Vigne, on est parfaitement en accord, ainsi qu'avec les directions des départements, pour en faire un sujet stratégique. Donc ça a commencé par des débats en 2017 et une sensibilisation auprès du conseil scientifique de l'époque, qui ont conduit à une motion du même conseil scientifique, donc la même année, pour dire que le Muséum s'engageait concrètement avec des actions précises et un plan d'action dans un plan qu'on n'appelait pas encore science ouverte, qu'on appelait plutôt accès ouvert ou open access, et qui, effet de mode aidant, est devenu la science ouverte plus largement aujourd'hui. Donc vous avez peut-être vu, s'il vous arrive de consulter l'intranet, qu'on a déjà fait un travail de sensibilisation, d'explication, de pédagogie, que je réitère aujourd'hui, et qu'on a vraiment souhaité porter comme un axe très fort, je dirais, entre collection documentaire et recherche. Donc c'est vraiment un point quelque part qui est assez agnostique du point de vue des disciplines ou des espèces, mais qui est un terrain commun pour tout chercheur qui doit publier pour vivre. La question étant comment. Donc on a associé nos énergies pour pousser finalement ce combat. Et donc vous trouverez sur l'intranet, dans une rubrique qu'on a souhaité, même si elle a été rédigée par les bibliothécaires, mettre dans la rubrique de la DG des rêves, parce que c'est vraiment un sujet de recherche sur lequel on est en appui, un certain nombre d'informations pratiques pour vous aider à au moins explorer ou appliquer la voie verte, c'est-à-dire le dépôt dans l'entrepôt HAL. Très concrètement et en résonance avec ces différents axes et ces différentes couleurs de l'open access, qu'est-ce qu'on a fait en 2019 et depuis 2017 ? D'abord, on a tenu du point de vue des acquisitions documentaires et de la bibliothèque une politique à la fois de fermeté et de pragmatisme par rapport aux grands éditeurs scientifiques. Donc il y a eu un grand nombre de négociations avec des grands éditeurs qui ont été conduites au niveau national, puisque c'est au niveau national et dans le cadre d'un consortium qui s'appelle Couperin, que vous connaissez peut-être, que ces négociations se font.
Simplement, à chaque fois, pour chaque grande négociation, les établissements sont consultés pour voir s'ils sont prêts à adopter la politique nationale qui se dégage. Donc, très rapidement, on a eu une première étape qui a été assez complexe avec l'éditeur Springer, à l'issue duquel on a décidé, enfin, le Couperin a décidé de ne pas signer la licence que proposait Springer parce que le modèle qui était proposé par Springer n'était pas jugé suffisamment transformant, c'est l'expression un petit peu à la mode, c'est-à-dire qu'il gardait une hausse des coûts qui ne semblait pas acceptable sans apporter de garantie sur les dimensions d'open access. Alors, on doit, en tant que service documentaire, service de collection, toujours trouver des compromis, c'est-à-dire à la fois des politiques qui soient lisibles d'un point de vue stratégique et penser à la réalité des besoins des chercheurs qui, pour publier et pour travailler, ont aussi besoin d'accéder à de la documentation sans forcément se retourner vers SciHub, ce qu'on ne souhaite pas non plus encourager. Et donc, pour ce qui est de Springer, nous n'avons pas adopté la licence, mais nous avons conservé 20 titres qui nous paraissaient essentiels pour les chercheurs du muséum au vu des consultations et payés en conséquence. Voilà. On a réussi à faire cette négociation en achetant par ailleurs à Springer un grand nombre de e-books qui sont téléchargeables par les chercheurs du muséum. La deuxième étape qui était très attendue et qui a été un petit peu rocambolesque, ça a été la négociation Elsevier. En réalité, il faut dire les choses, cette négociation s'est quasiment faite au niveau du Premier ministre, en fait, puisque c'était un énorme chiffre d'affaires et c'était un énorme enjeu. Et ça se discute, mais c'est arrivé à un accord que les autorités ont jugé suffisamment transformant pour qu'on puisse le signer. Et comme le petit détail, c'est qu'en fait, le financement de la négociation Elsevier ne se fait pas par chaque établissement, mais lié à un prélèvement qu'il y a sur la dotation des établissements qui a déjà eu lieu il y a plusieurs années. En réalité, si on avait dit non, on aurait juste perdu l'accès à Elsevier, ni récupéré l'argent. Et du coup, on a fait le choix de ne pas s'opposer, de ne pas s'isoler non plus. Effectivement, c'est une décision qui est discutable. Néanmoins, dans l'accord avec Elsevier, il y a des pistes intéressantes qui lient notamment la possibilité d'avoir un mécanisme qui, à partir d'une publication dans Elsevier, doit conduire à un dépôt automatique dans HAL. Après, c'est des questions d'embargo, de durée de publication. Voilà. Plus récemment, il y a eu la négociation sur Nature, qui est aussi un ensemble de titres qui est très important pour le muséum. Et là, on a été très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on avait assez avancé sur les autres volets de l'open access. La décision a été prise très très tardivement dans l'exécution du budget. J'avais réservé le budget pour ces acquisitions. Et en fait, si je ne les avais pas utilisés, les chercheurs n'auraient plus accès à la documentation de Nature et l'argent en fait serait juste parti dans le trou noir du budget global. Donc j'ai décidé de maintenir quand même cet achat auprès de Nature, en concertation avec la recherche. Donc comme vous le voyez, c'est un mélange de fermeté et de pragmatisme, mais on va évidemment rester vigilant sur la suite de ces négociations. La deuxième démarche qu'on a faite très concrètement, c'est qu'on est parti dans un calcul qui est assez complexe et qui fait intervenir pas mal d'acteurs dans le muséum et au-delà, et notamment auprès des organismes. On voudrait en fait avoir une vision claire et globale de ce que coûte la publication en open access au muséum, c'est-à-dire faire la somme des APC. Ce qui est assez compliqué dans ce calcul, c'est qu'en réalité, les factures d'APC sont très dispersées. Côté muséum, il n'y en a pas tant que ça. Ce sont essentiellement auprès des organismes avec lesquels on est co-affilié qu'il y a une prise en charge ou éventuellement des projets de recherche. Donc on est dans un moment, on est en train de finir d'agréger toutes les données pour savoir le coût global des APC. L'objectif, c'est pour un éditeur ou un ensemble d'éditeurs donnés, croiser les coûts de ce qu'on paye en abonnement avec ce qu'on paye en APC et pouvoir dire, voilà, il y a X chercheurs du muséum qui contribuent à ces articles-là, peut-être qu'on peut négocier des conditions plus intéressantes au niveau des APC. Donc je dirais que ça, c'est plus une analyse économique de long terme. Et puis finalement, et c'est l'axe sur lequel on a le plus travaillé, c'est l'axe des dépôts de publication dans HAL. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous y ont déjà participé. Donc on a vu cette campagne de com dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la manière la plus efficace, on ne l'a pas inventé, d'organiser les choses, c'est finalement, on a formé une équipe de bibliothécaires pour accompagner les chercheurs dans le dépôt dans HAL, lorsqu'ils en ont besoin, parce que parfois ils n'en ont absolument pas besoin, ils maîtrisent très bien l'affaire. Et on organise des dépôts parties, c'est-à-dire que les chercheurs viennent avec leurs publications,
le rétrospectif et puis les choses plus récentes, sur une clé USB. Et en fait, on leur montre concrètement comment faire à partir de leur public pour les déposer dans HAL. Souvent, les sujets un petit peu pointus et compliqués, c'est de renseigner les métadonnées qui vont bien pour que la publication soit rentrée dans le bon référentiel, dans le bon format, et avec les bonnes données concernant l'auteur et les bons identifiants concernant l'auteur. Mais j'y reviendrai rapidement, puisque je crois que j'ai quasiment fini. Et en fait, à l'invitation de différentes unités ou de différents départements, il y a eu beaucoup de publications, plutôt de présentations semblables à celles que je vous fais aujourd'hui. Je précise juste qu'en fait, cette collaboration autour de la science ouverte et de HAL, elle est un axe de coopération très intéressant et très fort avec Sorbonne Université. Dans le cadre de l'IDEX et du coup de l'Alliance Sorbonne Université, c'est un axe qui a été défini comme stratégique pour lequel il y a quelques moyens de l'ordre de 250 000 € qui ont été dégagés. Et donc on est par exemple en train de travailler en collaboration avec ESU sur la production d'un MOOC sciences ouvertes, mais qui soit adapté aux disciplines, aux personnalités et un peu aux cultures professionnelles des établissements de l'Alliance Sorbonne Université. Je passe rapidement, mais quand même, je vois deux de mes collègues qui viennent d'arriver de la botanique et que je salue. Le travail qu'on a fait au niveau de la bibliothèque, c'est avant tout de s'appuyer sur les équipes qui sont dans les bibliothèques spécialisées, donc à proximité des chercheurs, des labos, des collections, et avec cette idée aussi de redéployer un petit peu leur activité, peut-être moins autour de la gestion matérielle de collections, même si elle reste nécessaire, mais en tout cas être au service et à proximité des chercheurs pour les aider à publier. Voilà. Donc l'idée, c'est que ces bibliothèques spécialisées, ce n'est pas seulement des points de documentation pour alimenter la recherche, mais aussi des points qui peuvent aider à valoriser ce qui est publié à l'issue de la recherche. Donc d'accompagner le cycle de la recherche du point de vue de la publication, à la fois en amont et en aval. Donc là, vous avez les noms de tous mes collègues qui sont embarqués dans cette histoire. Et c'est un gros boulot, c'est un gros travail de transformation, de compétences, d'activités, mais on est vraiment engagé sur ce sujet parce qu'il est important. Et vous voyez aussi indiquer une adresse mail générique, hal@mnhn.fr. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer toutes vos questions sur ce sujet-là. Je vais passer, puisque j'ai déjà épuisé mon temps de parole, si je ne dis pas de bêtises, rapidement sur la présentation plus détaillée de ce qu'est HAL Muséum. Simplement pour répondre à une question qui est souvent posée, quand on dépose dans HAL, ça finit pas dans un grand tout complètement gloubi-boulga, invisible. C'est-à-dire qu'on a vraiment, et ce depuis en fait plus de 6 ans, créé une instance qui s'appelle HAL Muséum, dont le référentiel doit régulièrement être nettoyé parce qu'il y a beaucoup de gens qui saisissent les choses un petit peu comme ils veulent. Donc rien que le nom muséum peut apparaître sous 1000 formes, donc c'est assez compliqué après d'agréger l'information. Donc nous faisons ce travail de consolidation des données pour que l'information soit aussi bien organisée que possible. Mais ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité du coup d'avoir dans HAL un référencement et une visibilité propre à l'établissement muséum. Ça, c'est le petit côté cocorico, c'est-à-dire qu'on a lancé vraiment la campagne il y a à peu près 8 mois. Les résultats, vous les voyez sur les courbes de droite. Ils sont assez, je ne vais pas dire spectaculaires, mais en tout cas, ils sont très encourageants, puisqu'on a une augmentation de plus de 100% du nombre de documents qui ont été signalés, une augmentation de presque 100% aussi des documents qui ont été déposés en texte intégral. Voilà. Alors, on a fait le point avec Bruno David récemment sur ces chiffres, et puis, comme très exigeant, il a dit « c'est pas mal, mais quand même, il n'y a pas assez de fichiers par rapport au nombre de références. » Et donc, l'idée, c'est d'aller plus loin, non seulement dans le signalement, simplement les métadonnées qui indiquent une publication, mais la mise à disposition du fichier, y compris si c'est un manuscrit, puisque la loi, maintenant, permet de le déposer. Voilà, en résumé, et pour conclure, parce que je crois que c'est le moment, l'idée de le bénéfice global pour le chercheur, et je vais me concentrer là-dessus, c'est vraiment pour vous la possibilité de déposer... Alors, HAL a mal démarré, n'a pas forcément très bonne réputation en termes d'ergonomie par rapport à d'autres systèmes. Vous avez peut-être l'habitude de ResearchGate ou des choses comme ça. L'idée, c'est peut-être de prendre un petit peu plus de temps, mais de se dire au moins ça va rester dans un entrepôt public, ce ne sera pas privatisé, donc ça vaut le coup. Et quand même, il y a eu des gros progrès en termes d'ergonomie et de fonctionnalité qui fait que c'est plus facile et plus rapide de déposer dans HAL aujourd'hui que c'était hier. Un point très important sur lequel on insiste, c'est qu'en fait, c'est aussi une sorte de protocole qui va vous amener à faire le point sur vos identifiants. Que ce soit un identifiant ORCID, un identifiant ISNI, un identifiant IDRF, il y a toutes sortes d'identifiants d'auteurs. Il y a un peu une guerre des identifiants. C'est l'occasion en fait de voir à quel identifiant votre nom est rattaché,
pour éviter aussi les synonymes, les homonymes, et vous assurer qu'autour de cet identifiant, toutes vos publications sont bien raccrochées dans un entrepôt qui est très interopérable. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ces données-là, vous pourrez exporter et vous pourrez aussi gérer quelque part votre identité numérique scientifique avec plus de fiabilité depuis un entrepôt public. Donc, ça, c'est un point important parce que ça vous permet de faire le point là-dessus. HAL est aussi très bien moissonné par les moteurs de recherche Google Scholar ou Google tout court. Donc, publier dans HAL, c'est un gain de visibilité, de référencement de vos publications. Le taux de citation, du coup, il est lié aussi à la visibilité. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui sont peut-être plus domestiques, mais que je mentionne, notamment la possibilité de mettre à jour votre CV, etc., associé à l'interface HAL. Alors, il y a des interfaces qui viennent du monde commercial ou de l'édition scientifique commerciale qui sont certainement plus fonctionnelles ou qui vous apportent des services que vous apporte pas HAL. Mais là, encore une fois, c'est l'avantage d'agir depuis un espace public. On peut aussi, ça peut être intéressant, voir les téléchargements qui sont faits de vos publications, avoir des données de reporting en fait à partir de HAL. Voilà, et donc là vraiment pour conclure, ce qu'on essaye de créer comme schéma un petit peu vertueux en termes de répartition des rôles, vous le voyez, je ne vais pas le répéter, mais l'idée c'est qu'on est en train de vraiment essayer de sensibiliser, former les chercheurs à ces actions concrètes, en ayant une équipe qui fasse un peu colonne vertébrale, c'est-à-dire qui ait une vue globale sur le système, l'administre, gère les données, les consolide et reste en fait en support de cette initiative qui est partie pour durer de toute façon plusieurs années en termes d'investissement et de formation, et à proximité de vous, normalement un bibliothécaire qui peut être là en recours pour vous donner un coup de main, voilà, autant que de besoin. On a un objectif qui est très ambitieux, que Bruno David nous a fixé, qui est de 100% des publications du muséum déposées dans HAL à la fin 2020. Donc il nous reste un an. Aujourd'hui, on est à quelque chose qui doit être de l'ordre de... ça dépend si on parle du rétrospective ou de la production courante. On est plutôt dans quelque chose qui tourne autour de 30 à 40%, même si on est en train de remonter. Donc on a un an pour atteindre cet objectif et on compte sur vous pour y arriver. Voilà. Merci.